Bonjour à tous, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé sur cette chaîne, j'ai eu une petite absence d'un mois, mais je reviens et je reviens avec un thème très particulier qui est différent de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent sur la chaîne, ce qui ne veut pas dire que je ne continuerai pas les projets qui ont commencé avant, mais ce thème, c'est un thème d'actualité. Est-ce que ça n'aura échappé à personne? La semaine dernière est sorti au cinéma le film Babylone, le dernier long métrage de Damien Chazelle qui parle d'Hollywood. Et à ce sujet, il y a eu une certaine tempête, j'ai envie de dire, de réactions assez spontanées sur le film, expliquant que ce film est une déclaration d'amour au cinéma. Alors, c'est un terme que je déteste, et je vais très succinctement expliquer pourquoi, mais malgré tout, c'est quand même, force est de le constater, pas quelque chose qu'on aime tous, on est cinéphile, donc on apprécie aussi entendre parler cinéma au cinéma. Et du coup, l'essentiel de cette vidéo, ce sera de vous présenter 10 films assez connus dans l'ensemble, mais 10 films qui sont, à mon avis, des très belles déclarations d'amour au cinéma. Je ne parlerai pas de Babylone, il ne sera pas dans ce classement, et je n'en parlerai pas, non pas parce que je ne l'ai pas aimé, mais tout simplement parce que je ne l'ai pas encore vu, donc je n'ai aucun avis sur le film. Alors, deux précisions avant de rentrer directement dans cette présentation. La première précision, c'est que le classement, il est fait par ordre chronologique, à l'exception du dernier film, mais j'avais vraiment envie de terminer avec celui-là, donc c'est un film qui est un peu antérieur à certains autres. Donc voilà, ordre chronologique, pas du tout ordre de préférence ou ordre d'intérêt. Ce sont aussi des films, comme je l'ai dit, qui sont relativement connus dans l'ensemble, donc il n'y aura pas, à mon avis, de très grandes découvertes dans cette liste. Juste le plaisir de parler de films de temps en temps plus connus, pourquoi pas. Et dernière précision, c'est un peu ma position sur la question de déclaration d'amour au cinéma, oui, mais alors on s'en fiche. Donc en fait, cette position, elle se justifie en un seul argument. Être une déclaration d'amour au cinéma, pour moi, c'est simplement une thématique du film, et pas du tout une qualité du film. Alors, on peut avoir des très bonnes déclarations d'amour au cinéma, on peut en avoir des très mauvaises. Donc vraiment, juste réagir à chaud en disant qu'un film est une déclaration d'amour au cinéma, moi, c'est pas du tout quelque chose qui me donne envie d'aller voir ce film. Ce serait comme réagir à chaud en me disant ce film part de ci ou de ça. Très bien, mais comment est-ce qu'il en parle? Qu'est-ce qu'il en fait? Donc voilà, c'est pour ça que je ne partage pas spécialement l'enthousiasme du fait que Babylone soit ou non une déclaration d'amour au cinéma. Et la raison pour laquelle je préférerais entendre parler des qualités cinématographiques de Babylone. Et en particulier, pourquoi pas, des qualités cinématographiques qui fait que cette déclaration d'amour au cinéma, elle marche et elle nous transcende. Alors voilà, bon, c'était une très courte introduction, j'ai pas envie de vous perdre avec du blabla inutile, donc je saute directement maintenant à cette présentation de 10 films qui sont à mon avis de magnifiques déclarations d'amour au cinéma. Et nous commençons cette liste avec un très 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 gros morceau, L'homme à la caméra de Dziga Vertov. Un film de 1929, donc un film en noir et blanc, un film muet de l'époque soviétique, qui est l'un des plus grands aboutissements du cinéma expérimental soviétique. C'est un film à l'héritage colossal, un film que tous les étudiants en histoire du cinéma ont probablement déjà vu, que tous les réalisateurs ont probablement déjà vu, un film qui raconte beaucoup sur ce que c'est qu'un film. Dziga Vertov a voulu faire un film sans intertitre, un film sans texte, un film sans histoire. Et du coup, l'objet premier du film, c'est de filmer la ville d'Odessa, donc qui va être le personnage unique, finalement, de ce métrage. Mais en vérité, ce n'est pas exactement là qu'est porté le regard de Vertov dans son film. Le regard de Dziga Vertov, il est posé sur l'objet cinématographique en tant que tel, sur le film en train de se faire. Le film, il va s'ouvrir sur la salle de projection. Et donc nous, en tant que spectateurs, nous sommes déjà projetés dans une contemplation de l'état dans lequel nous sommes. Et tout dans le film va nous montrer les différentes étapes du film. Il va nous montrer le film en train d'être filmé, le film en train d'être monté, le film en train d'être regardé. Bref, un très grand film expérimental soviétique qui nous montre l'envers du décor du cinéma.
Deuxième film, Vertigo, d'Alfred Hitchcock. Un film de 1958, probablement le plus connu de son auteur, et un film qui est très souvent considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire du cinéma. Alors je me doute qu'une grande partie d'entre vous l'ont déjà vu, ce film, et peut-être que certains se posent la question, mais en fait ce film ne parle pas du tout de cinéma. Et non, pas du tout. Pas du tout, si on prend le script, il n'est aucune mention du cinéma. J'en parle dans ce classement parce que Vertigo, s'il plaît autant aux cinéphiles, c'est parce que c'est justement un film qui transpire l'amour du cinéma. Un film qui réfléchit sur son propre média et dans lequel Hitchcock manie l'art cinématographique à la perfection pour nous livrer une véritable réflexion sur ce que c'est que faire du cinéma. Et en fait, si vous reprenez un petit peu l'intrigue de Vertigo, c'est un film qui parle de mise en scène. C'est un film en 3 temps dans lequel on voit la plongée progressive du protagoniste dans le rôle de réalisateur. Au tout début, dans la première partie du film, ce n'est pas lui le réalisateur, il n'est que spectateur. Il contemple l'action, il contemple ce qui est en train de se passer, et il contemple en fait la pièce, il contemple le film qui lui est joué. Il est complètement inactif. En milieu de film à peu près, sa position se transforme. Il va se transformer en acteur, il va rentrer dans le film, il va se mettre à jouer lui aussi. Il va être également dirigé par un réalisateur, sans même s'en apercevoir. Mais en tout cas maintenant, c'est bon, il sera dans l'action. Et là, on voit une deuxième vision sur le film. Et la fin, la troisième partie du film, probablement la plus spectaculaire, c'est le moment où le protagoniste va devenir metteur en scène. Il va devenir réalisateur. Et c'est lui qui va se mettre à concevoir le réel exactement comme il l'envisage, pour raconter l'histoire qu'il veut raconter. Jusqu'à finalement, le vertige final, comprendre le film qu'il n'avait pas compris quand il était juste spectateur. Comprendre que l'artifice cinématographique, c'est le hors-champ. Comprendre que le cinéma, ce n'est finalement qu'un gigantesque mensonge, qu'une gigantesque mise en scène, dans laquelle sont cachées toutes les clés de compréhension du réel. Troisième film, et on avance un petit peu dans le temps, on se place en 1973, avec un film français cette fois, La Nuit américaine, de François Truffaut. Alors Truffaut, vous le connaissez, c'est un très grand réalisateur de la nouvelle vague française, c'est également un grand théoricien du cinéma, qui est connu en particulier pour une série d'entretiens avec Alfred Hitchcock, dont je parlais juste avant. Et donc avec La Nuit américaine, François Truffaut, il a voulu se filmer lui-même en tant que réalisateur. Il a voulu montrer la réalisation d'un film. Alors donc ce film, c'est le premier film français qui véritablement filme un tournage. Alors je dis véritablement parce qu'avant lui, il y avait quand même eu le Mépris de Godard, mais le Mépris se passait majoritairement hors tournage, tandis que vraiment La Nuit américaine se focalise sur le tournage d'un film. Ce film, c'est un film pas très intéressant, hein, donc le film qui est réalisé, c'est un film qui n'est pas très intéressant, et ça c'est fait à dessein, justement parce que Truffaut ne voulait pas détourner l'attention du spectateur sur le film qui est en train de tourner, mais vraiment sur le tournage en tant que tel. Et en fait, c'est véritablement un délice de rentrer comme ça derrière la caméra de Truffaut et de regarder Truffaut à l'œuvre, de regarder, et d'ailleurs je dis Truffaut à l'œuvre, mais ce n'est pas le véritable Truffaut, hein, c'est un personnage, mais on ne peut pas s'empêcher de voir des points communs, et de voir également comment Truffaut interprète son rôle, interprète le rôle du metteur en scène dans le cinéma, comment finalement les tournages se heurtent à plein de petits soucis, et donc ça, bon, bien sûr, c'est un véritable plaisir, un véritable délice, et naturellement, filmé par François Truffaut, donc très très grande qualité. Foncez voir La Nuit américaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Bon voyage. Au revoir, Yann. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Marty. Bon voyage. Et vous, bon boulot. Allez, on regarde la suite.
Quatrième film, quelques années plus tard, en 1979, et cette fois un film polonais, L'Amateur de Krzysztof Kieślowski. Kieślowski, c'est un réalisateur que j'aime énormément, et je trouve que L'Amateur est un film qui est extrêmement touchant. Donc c'est un film qui appartient à sa période polonaise, et un film qu'il est très difficile de ne pas voir comme étant relativement autobiographique. Le film, il s'ouvre par une double naissance. La naissance de la fille du protagoniste, et en même temps, la naissance de sa passion pour le cinéma. Car à l'occasion de la naissance de sa fille, il décide d'acquérir une petite caméra avec laquelle il voudrait immortaliser l'enfance de son enfant. Mais petit à petit, en fait, la passion du cinéma, elle va complètement prendre possession de lui. Au point que cette caméra, elle ne va plus du tout servir à filmer sa fille, elle va lui servir à tout filmer en permanence. Et le film raconte la croissance de cette avidité de cinéma chez ce personnage, qui va se mettre à tout filmer tout le temps, et dont le regard sur le monde va être complètement transformé en fait par le film. Et justement, L'Amateur, ce qu'il montre et ce qui est très beau, c'est vraiment l'introspection du cinéaste. Parce qu'à la toute fin, alors que le personnage a tout perdu, il lui reste sa caméra. Et à ce moment-là, il prend sa caméra, il se filme lui-même. Avec L'Amateur, c'est le cinéma dans toute son ambiguïté qui est dépeint. Le cinéma qui est à la fois beau, qui est moral, qui est éthique. Un cinéma qui bouleverse les gens. Mais c'est également un cinéma qui est destructeur. Un cinéma qui va envahir la vie. C'est vraiment une passion au sens propre du terme. Un objet de souffrance. C'est donc à mon avis une vision qui est extrêmement riche et extrêmement nuancée de ce que représente l'amour du cinéma, la passion du cinéma. C'est pour cela que je vous invite très vivement à le visionner si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, je vous emmène maintenant en 1985 aux États-Unis avec La Rose pourpre du Caire de Woody Allen. La Rose pourpre du Caire, c'est un film qui raconte l'histoire d'une jeune femme en 1935 aux États-Unis, une jeune femme qui vit dans une situation sociale très précaire et qui du coup vit d'une passion qui est le cinéma. Elle passe ses soirées à revisionner le même film dans son cinéma, et ce film, c'est La Rose pourpre du Caire. Et là, vous voyez déjà la mise en abîme qui commence à apparaître. Mais alors, tout se trouve bouleversé quand un jour, l'acteur principal décide de sortir de l'écran et de se matérialiser dans le monde. Et donc, La Rose pourpre du Caire, c'est cela qu'il raconte. Il raconte la rencontre entre le réel et le fictif, la rencontre entre la passion du spectateur et le film vu de l'intérieur, le film tel qu'il est vécu par les acteurs, le film tel qu'il est vu par les producteurs, parce que cette sortie de l'acteur hors de l'écran, ça va mettre les producteurs hors d'eux. Ils vont parler de fin du cinéma. Tiens, ça me rappelle quelque chose ça, la fin du cinéma. Bref, La Rose pourpre du Caire, il va vraiment interroger le cinéma à travers ses différents angles et à travers ses différents acteurs. L'acteur, acteur dans le film, mais également les créateurs du cinéma, producteurs, réalisateurs, mais également nous, le public, qui regardons le film. Et c'est à mon avis un film qui est très ambigu et qui justement parle beaucoup de cette question de l'amour du cinéma, parce que quand on parle d'amour du cinéma, très souvent on parle d'évasion, etc. Et Woody Allen, il choisit de ne pas trancher et de nous laisser dans une certaine ambiguïté, où justement se réfugier dans le cinéma est décrit à la fois comme le seul geste qui soit raisonnable, mais également comme une véritable chimère. Voilà, La Rose pourpre du Caire, c'est un film qui en plus bénéficie d'une image magnifique, avec justement le contraste entre la réalité en couleur et le film en noir et blanc. C'est également un film qui est extrêmement inspiré de Luigi Pirandello, et un film qui propose une certaine réflexion sur le fait que cet amour du cinéma, ce n'est pas forcément uniquement une belle chose.
On reste aux États-Unis avec un très gros morceau. 2001, David Lynch, Mulholland Drive. Alors, le cinéma, ça fait partie des thématiques récurrentes dans le cinéma de Lynch. C'est probablement Inland Empire qui va rentrer le plus dans les entrailles du cinéma, dans les entrailles de la cinéphilie. Mais j'ai quand même envie de vous parler plutôt de Mulholland Drive, en particulier parce que c'est un film qui est plus accessible, et c'est un film que peut-être vous avez déjà vu. Si vous ne l'avez pas fait, je vous incite très grandement à le voir. Et je trouve que la façon dont Lynch traite de son amour du cinéma dans Mulholland Drive est magnifique. Alors Mulholland Drive, c'est un film qui se déroule à Los Angeles, à Hollywood, dans le milieu du cinéma, avec des acteurs, des réalisateurs, etc. Mais à première vue, l'empreinte que laisse Mulholland Drive, c'est pas d'être un film sur le cinéma, mais c'est plus d'être un film sur une relation amoureuse, mais également un film sur le rêve, sur l'onirique. Et la force de la déclaration d'amour de Lynch pour le cinéma, avec Mulholland Drive, c'est d'arriver à emmêler ces deux aspects. De faire que finalement, le rêve qui nous est montré est un rêve qui est bercé par le cinéma, c'est un rêve qui est empreint de cinéma. Chaque scène qui est rêvée, chaque scène qui est fantasmée, est finalement un mini-film avec ses influences, avec ses différents liens avec l'histoire du cinéma. Et tout ça, ça donne quelque chose d'absolument somptueux. Ça donne quelque chose aussi que Lynch discute dans une scène en particulier, une scène de répétition, où le réel, le fictif, tout s'entremêle. Au point, on ne sait plus qu'est-ce qui est du cinéma, qu'est-ce qui est la réalité. On ne sait plus qu'est-ce qui est le rêve, qu'est-ce qui est l'image, et qu'est-ce qui est la réalité. Voilà donc en quoi, à mon avis, Mulholland Drive est une déclaration d'amour particulièrement subtile au cinéma. Bon, on reste dans les films un peu, je dirais, nébuleux, moins clairs, moins directs que ne pouvait l'être par exemple L'Amateur ou La Nuit américaine. Et cette fois, on va parler de Holy Motors, le film de Leos Carax de 2012. Comment vous parler de Holy Motors? Bon, c'est déjà que c'est un chef-d'œuvre. Il a été classé dans les meilleurs films de la décennie 2010-2020 par les cahiers du cinéma, et clairement a raison. C'est un film qui est comme une sorte de film à sketch, mais pas véritablement, parce qu'il est beaucoup plus que ça. Alors, le film, il s'ouvre avec le réalisateur, avec Leos Carax, et Leos Carax prend une sorte de clé, ouvre un mur, qui l'amène dans une salle de cinéma, en pleine projection. Et de là, l'intérêt du film va se transporter du spectateur vers l'acteur. Cet acteur, c'est Denis Lavant, qui est dans une limousine, qui sillonne Paris. Et de scène en scène, Denis Lavant se grime, il va devenir un autre personnage, et Carax va nous présenter un mini-film. Alors, voilà, c'est en cela que je dis que ça ressemble à un film à sketch. Mais, encore une fois, c'est beaucoup plus qu'un film à sketch. C'est un film qui vraiment essaye, c'est un film somme, c'est un film qui parle du cinéma, qui se rattache à ses racines. C'est un film qui nous montre l'acte du cinéma, qui nous montre les acteurs, qui nous montre le réalisateur en tout début, mais également, dans un certain sens, il nous montre un personnage qui semble être une sorte de manager, voire de producteur. Il va nous montrer la fabrique du cinéma. Il va nous montrer, par exemple, la motion capture. Il va parler de la technique cinématographique. Il va montrer un photographe. Bref, c'est un film qui va nous parler de façon extrêmement éclatée de ce que c'est que faire un film et de ce qu'a été l'histoire du cinéma et ce qu'a été l'histoire personnelle du cinéma de Leos Carax. Bref, Holy Motors, c'est un film dont j'ai beaucoup de mal à parler parce que c'est un film que je ne pense pas avoir encore intégralement assimilé, tant il est riche, tant il est profond et tant il est édifiant. C'est donc une très 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 grande expérience du cinéma que je vous recommande. Une expérience de cinéma qui vous fera réfléchir autrement
à ce que c'est qu'un film. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer, Oscar? Je continue comme j'ai commencé. Pour la beauté du geste. La beauté, on dit qu'elle est dans l'œil de celui qui regarde. Bon, je vous avais promis des films connus, alors celui-là, on était un petit peu obligé. Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino, 2019. C'est un film donc qui est très clair dans ses intentions. C'est un film qui veut nous parler de la fin de l'âge d'or d'Hollywood, donc à la fin des années 60. Il le fait en nous montrant la trajectoire d'un acteur et d'un cascadeur dans ce monde hollywoodien qui est peuplé à la fois de personnages réels, en particulier Sharon Tate, Roman Polanski, mais également de personnages complètement fictifs qui sont inventés pour l'occasion. Donc bon, naturellement, le film, il nous parle d'Hollywood, il nous parle de cette période. Quentin Tarantino crie son amour pour ce temps-ci, et c'est un film qui est extrêmement nostalgique, et d'ailleurs c'est peut-être une des grandes critiques qui a été faite à l'encontre de ce film. C'est un film qui est finalement assez nostalgique et un petit peu réactionnaire dans son propos. C'était mieux avant, mon Dieu, qu'est-ce que ça aurait été bien si on avait pu s'épargner la fin de l'âge d'or d'Hollywood. En cela d'ailleurs, moi j'aime beaucoup le comparer à un autre film d'un réalisateur que Tarantino adore, qui est Paul Thomas Anderson, et ce film c'est Boogie Nights. Boogie Nights qui lui aussi représente la fin d'un âge d'or du cinéma, d'un cinéma bis, qui est d'ailleurs le cinéma pornographique, dans le cas de Boogie Nights, et comment ce passage de décennie va complètement changer, pervertir l'industrie, et comment finalement le rapport au cinéma va changer. Mais la différence entre le film de Paul Thomas Anderson et le film de Quentin Tarantino, je trouve, c'est que Tarantino va idéaliser, va fantasmer une fin où tout le monde est sauvé et où l'âge d'or ne se finit pas. Tandis que Paul Thomas Anderson nous raconte le deuil et nous raconte comment on peut construire par-dessus la fin d'un âge d'or. Donc voilà, deux visions très différentes. Mais la raison pour laquelle je vous parle du film de Tarantino, c'est peut-être deux scènes que j'aime énormément. La première, c'est une scène que je trouve d'une simplicité émouvante, et qui nous représente nous, mais qui aussi nous donne une vision assez différente des acteurs, et donc des créateurs du cinéma. Cette scène, c'est la scène où Sharon Tate va assister à une projection d'un film dans lequel elle a joué. Elle est assise dans ce cinéma, et elle profite de cette séance. Elle rit, elle est heureuse de voir un film. Elle n'est pas heureuse de se voir, elle est heureuse de voir un film. L'autre scène dans laquelle j'aimerais parler, c'est une scène de tournage, et où Tarantino, il fait quelque chose qu'avaient fait avant lui les frères Coen dans Hail César, quelques années auparavant, 2016, si je ne dis pas de bêtises, et qui est en fait de mélanger le tournage et le film déjà réalisé, déjà monté. Et donc, en fait, finalement, ça permet de se perdre en tant que spectateur du film. On commence par assister à un tournage, et petit à petit, en fait, ce qu'on voit, ce n'est pas du tout un tournage, ce n'est pas du tout réaliste. Les tournages ne se passent pas comme ça se fait pas en une surprise. Et d'ailleurs, il y a déjà le montage qui est prêt. Tout est déjà là, tout est déjà construit sous nos yeux. Mais en même temps, c'est comme si finalement Tarantino voulait nous dire que dès le tournage, il y avait une certaine réalité dans le cinéma. Et voilà, je trouve une idée qui est assez intéressante. Alors, on continue cette sélection avec le film le plus récent. Ce film, c'est un film de 2022, Nope, de Jordan Peele. Alors, oui, Nope, ça parle de l'industrie du cinéma. Oui, Nope, ça parle en particulier des animaux dans le cinéma. Ça va montrer également un réalisateur de documentaire. Ce réalisateur de documentaire qui est d'ailleurs très très inspiré par la figure de Werner Herzog. Mais Nope, ça va au-delà de montrer les coulisses du cinéma. Nope, ça incarne la folie du cinéma. Nope, ça incarne l'œil du cinéaste. Et cet œil, il est incarné de la forme
de ce monstre dans le ciel, de cette chose qui surplombe cette vallée, cette espèce d'œil géant, comme un objectif de caméra, dont le ventre d'ailleurs contient, et c'est montré dès le début du film, contient la naissance même du cinéma. Et cette chose dans le ciel, elle capte le regard, elle n'attend que ça, elle n'attend que de voir, d'être vue. Cette chose, elle va tout avaler, goulûment, comme la caméra qui va capter la réalité de manière obsessionnelle pour ensuite tout la recracher sur le monde. En tout cas, voilà, c'est une espèce d'incarnation de l'objet cinématographique, de l'acte cinématographique, sous forme d'un monstre. Et en ça, Jordan Peele, lui aussi, a une vision qui est très contrastée par rapport à ce que c'est que le cinéma. Cette vision, elle se montre par l'utilisation, comme je dis, d'un monstre pour représenter finalement, dans un certain sens, la caméra, mais c'est également dans ce personnage de Werner Herzog, qui est une espèce d'obsédé absolu de l'image, qui va mettre sa vie en danger. J'ai ce souvenir, je l'ai vu qu'une fois le film, et j'ai ce souvenir marquant de ce personnage en train de tourner sa manivelle comme un dément pour pouvoir filmer son documentaire, alors que clairement sa vie est en danger. Mais il y a aussi, bien entendu, toute cette vision assez négative, une sorte de spectacle, de société du spectacle et de cinéma comme en vaste show, avec le plateau télé initialement, ce singe tueur, avec également cette espèce de fête foraine, et où finalement, d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est comment l'œil de la caméra, l'œil de ce monstre, va transformer ce parc d'attractions en une véritable scène de film, de scène de tournage, et comment d'ailleurs, dans tout ce final du film, en fait, on est en train de tourner un film dans le film. Donc voilà, Nope, grand film qui parle de cinéma, sans en parler aussi directement que peuvent le faire d'autres films. Et je vais conclure cette sélection, comme promis, avec un film plus ancien. Pour moi, la plus grande déclaration d'amour au cinéma, et un des films les plus importants que j'ai vus. Ce film sont les histoires du cinéma de Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, qui n'est plus besoin de présenter. Les histoires du cinéma, donc, c'est une sorte de grand montage, de grand documentaire, qui retrace ce qu'est le cinéma, qui retrace la place du cinéma au milieu des autres arts, en particulier de la littérature. Un film où l'image, le son, les mots, tout cela s'entremêle pour donner véritablement une ode extraordinaire au 7e art. Et j'ai l'impression que parler de ce film, c'est juste abaisser sa valeur, donc je n'en dirai pas plus. Je vous invite simplement à vous laisser porter par l'amour que porte Jean-Luc Godard pour le 7e art. Et je laisserai Jean-Luc Godard conclure cette vidéo, car il le fera beaucoup mieux que moi. Je disais, ni un art, ni une technique, un mystère. Et pour le résoudre, une simple potion magique, pour éclairer notre lanterne magique, elle aussi, n'est-ce pas ?